titre de l'actualité, au Nigeria, le président Buhari a reconnu ce dimanche que les 110 élèves portés disparus à la suite de l'attaque de leur école ont été enlevés. En Guinée, l'opposition a appelé à une journée ville morte ce lundi pour protester contre les résultats des élections locales du 4 février dernier, publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, en quête d'influence, le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé ce lundi une nouvelle tournée en Afrique qui doit le mener dans 4 pays. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bonjour. Au Burkina Faso, c'est ce mardi que s'ouvre le procès des responsables présumés du coup d'État de 2015. Et 84 accusés comparaissent dans le cadre de ce procès, dont le principal accusé est le général Diendéré, qui avait pris la tête du coup d'État en 2015. Un an à peine après la chute du régime de Blaise Compaoré, des militaires de la garde présidentielle avaient, rappelons-le, tenté de prendre le pouvoir et de renverser le gouvernement de transition. Et comme l'année précédente, la pression de la rue a fait basculer la situation. Les manifestants et l'armée burkinabé avaient fait échouer le putsch. Au Nigeria, une semaine après la disparition de 110 élèves à la suite de l'attaque de leur école dans le nord-est du pays par des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram, le président nigérien Muhammadu Buhari a reconnu ce lundi qu'elles ont été enlevées. Les détails. Le gouvernement reste aux côtés des étudiantes de Dapchi qui ont été enlevées. C'est ce qu'a déclaré le président Muhammadu Buhari lors de la visite à la présidence d'une délégation d'anciens otages de Boko Haram libérés au début du mois. Le chef de l'État a également souligné à cette occasion avoir ordonné à toutes les agences de sécurité du pays de garantir la sécurité dans les écoles et de ramener les filles kidnappées à leurs familles. Il faut dire que c'est la première fois que ce terme est employé de manière officielle, les autorités ayant préféré parler auparavant de disparition et non de kidnapping. Toutefois, le président Muhammadu Buhari, qui s'exprime rarement sur la crise dans le Nord-Est, sauf pour féliciter l'armée de ses efforts, s'est excusé auprès des parents des élèves de Dapchi, qualifiant leur disparition de catastrophe nationale. Cet enlèvement de masse rappelle celui de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014, qui avait donné à Boko Haram, dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché, une tragique notoriété sur la scène internationale entraînant une vague d'émotions mondiales sur les réseaux sociaux avec le mouvement Bring Back Our Girls. En République démocratique du Congo, 9 personnes ont été tuées ce lundi dans une attaque attribuée à des Maïmaï Nyatura, des miliciens Hutus, dans une région de l'est du pays. Une région qui, faut-il le rappeler, est le théâtre de fréquentes violences meurtrières à caractère communautaire. Selon un responsable administratif local, l'attaque des miliciens s'est faite en représailles de l'incendie d'une centaine de cases du village Mutanda, habité majoritairement par des Hutus congolais. Dans l'attaque de Bwalonda, dans l'est de la République démocratique du Congo, par les Maïmaï Nyatura, miliciens Hutus, 4 civils ont trouvé la mort. 5 miliciens ont été également tués lors de la riposte menée par l'armée congolaise. Située dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la localité de Bwalonda est peuplée de ressortissants Hutus, Nandé et Houndé, 3 communautés qui s'affrontent régulièrement pour le contrôle des terres. En 2017, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements entre ces communautés de la région. La présente attaque est la première depuis le début de cette année. Nandé et Houndé accusent les Hutus congolais, considérés comme des étrangers, de soutenir les rebelles Hutus rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Les Hutus congolais, qui ne nient pas être à la recherche de nouvelles terres agricoles, accusent les Nandé et les Houndé de violer leur droit constitutionnel à la liberté d'installation.
À l'appel des enseignants en grève depuis 2 semaines, d'un puissant syndicat et de l'opposition, la capitale guinéenne Conakry était ce lundi transformée en une ville morte. Et ce, après que des véhicules ont été caillassés et des pneus brûlés. Les manifestants dénoncent des fraudes lors des récentes élections. Cellou Dalein Diallo, chef du principal parti d'opposition en Guinée, avait appelé vendredi à faire de lundi une journée ville morte à Conakry. Une expression de protestation contre la fraude électorale à grande échelle organisée par le gouvernement lors des élections locales du 4 février. L'UFDG de l'ancien Premier ministre est arrivé en deuxième position derrière la formation du président Alpha Condé lors d'un scrutin suivi par des violences post-électorales qui ont fait une dizaine de morts. Les commerces étaient fermés dans la plupart des quartiers. La circulation tournait au ralenti dans le centre administratif de la capitale. Les écoles de Conakry étaient également à nouveau vides lundi. Depuis 2 semaines, une faction dissidente du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a relancé un mouvement de grève entamé peu après la rentrée scolaire et qui a été lui aussi émaillé de manifestations meurtrières. Les leaders syndicaux non reconnus par l'État réclament une augmentation des salaires des enseignants de 40% avec effet rétroactif. La grogne sociale s'est même étendue lundi à l'ensemble de l'économie, à l'appel de l'Union générale des travailleurs de Guinée, qui dénonce, entre autres, une mauvaise gestion de la sécurité sociale, la politisation de l'administration. Allons à présent en Tunisie où un remaniement ministériel n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement Youssef Chaïd en réponse à des appels au changement lancés à quelques 2 mois des premières élections municipales de l'après-révolution. Pour le Premier ministre tunisien, le pays a surtout besoin de stabilité. Reportage. Aucun remaniement ministériel n'est à l'ordre du jour en Tunisie, selon le chef du gouvernement Youssef Chaïd. Il a fait cette déclaration dans une interview à la télévision publique en réponse à certaines voix, parmi lesquelles celle de l'Union générale des travailleurs tunisiens, UGTT, qui se sont élevées depuis quelques semaines pour réclamer un remaniement en arguant des difficultés économiques du pays. Selon Youssef Chaïd, on ne peut pas construire de politique agricole et économique avec 7 ou 8 gouvernements en 7 ans. Il estime que ce qui a le plus nui à la Tunisie après la révolution de 2011, c'est l'instabilité politique. Mercredi dernier, Noureddine Taboubi, le secrétaire général de l'UGTT, syndicat et acteur de poids en Tunisie, avait jugé nécessaire d'injecter un sang neuf et de penser à un remaniement, alimentant plusieurs jours de débats dans les médias. Le responsable syndical avait demandé aux autorités d'assumer leurs responsabilités après le classement du pays sur des listes noires, en allusion à la présence de la Tunisie sur une liste noire européenne en matière de blanchiment d'argent et de corruption. Ce classement avait déclenché une vive polémique, suite à laquelle le gouverneur de la Banque centrale tunisienne a dû démissionner. Je le disais en titre, le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé ce lundi une nouvelle tournée en Afrique qui doit le mener dans 4 pays de ce continent. Au total, Ankara s'efforce depuis plusieurs années d'accroître son influence sur le continent. Le chef de l'État turc a atterri lundi soir en Algérie. Première étape de cette visite qu'il a qualifiée d'historique et qui doit le mener jusqu'à vendredi en Mauritanie, au Sénégal puis au Mali. L'Algérie est l'un de nos plus importants partenaires commerciaux dans la région. Nous voulons renforcer nos relations sur les plans militaires, sécuritaires et culturels, a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse à Istanbul avant de prendre l'avion. Erdogan, accompagné de plusieurs ministres et d'hommes d'affaires, s'est entretenu avec les dirigeants algérien des relations entre les 2 pays, notamment sur le plan de l'énergie ainsi que des questions régionales. Le président turc a effectué en Algérie sa 3e visite depuis son arrivée au pouvoir en 2003. Depuis lors, Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain, un effort qui s'est concrétisé notamment par la multiplication des ambassades turques et des dessertes de la compagnie Turkish Airlines. Avec chaque jour qui passe, nos relations avec l'Afrique se renforcent sur les plans
plan du tourisme, de la culture, du commerce et de l'enseignement, s'est félicité le président turc lundi. En décembre dernier, Erdogan avait effectué une autre tournée africaine se rendant au Tchad, en Tunisie et au Soudan. En parallèle du renforcement des liens diplomatiques et économiques avec les pays africains, Erdogan s'efforce de combattre l'influence qui y a bâti le prédicateur turc Fethullah Gülen, bête noire d'Ankara, qu'il accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016. En revanche, les étapes de Erdogan en Mauritanie et au Mali constitueront les premières visites d'un chef d'État turc dans ces deux pays. Pour finir, au Mali, la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Bamako a un nouveau docteur, Abdoulaye Touré, qui a articulé ses recherches autour du thème crédibilité de l'État et investissement privé au Mali, a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury, composé de Maliens, Burkinabés et Togolais. Reportage Alima Ben Touré. Le jury décerne le titre de docteur avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Abdoulaye Touré est désormais docteur avec mention très honorable et félicitations du jury en sciences économiques. Une qualification qu'il obtient après 3 ans de recherche entre le Burkina Faso, le Togo et le Mali. Un parcours jonché de nombreuses difficultés. Le parcours a été difficile, mais c'est le résultat qui compte. Aujourd'hui, c'est ce sentiment que j'ai de me réaliser et de pouvoir atteindre les objectifs que je me suis assigné et aussi d'honorer mes engagements envers mes pairs. C'est un jury international qui a présidé cette soutenance, chose que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES apprécie énormément. Le fait d'avoir associé aussi des collègues étrangers à cette soutenance-là, ça montre que la science économique est universelle. Elle n'est pas seulement locale. Et effectivement, vous avez vu que c'est un jury international et c'est ce qu'on aime voir dans le cadre du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Abdoulaye Touré a articulé ses recherches autour du thème crédibilité de l'État et investissement privé au Mali. Un thème qui rime avec l'actualité puisqu'il fait ressortir le manque de confiance qui se pose très souvent entre l'État et les investisseurs privés. À travers le sujet, l'homme explique et fait comprendre les comportements des investisseurs et le regard qu'ils portent sur le climat des affaires au Mali. Cette thèse fait partie de la dizaine de thèses encadrées par le professeur Ousmane Papakanté, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion FSEG de Bamako. Mais la nouveauté qui a rehaussé l'éclat de cette cérémonie a été la venue d'un jury international des pays comme le Burkina Faso et le Togo. Une touche du collectif des enseignants dévoués qui a pour slogan « La marche vers l'avenir ». Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.